Avec ces belles introductions, nous allons pouvoir commencer. Je vous donne encore quelques éléments techniques. Donc, vous êtes aujourd'hui, là, tout de suite, une cinquantaine de personnes en ligne. Vous étiez un petit peu plus de 60. J'ai juste mis sur la slide, Stéphane, une carte de notre territoire, donc le département du Rhône, du territoire du CAUE et de la métropole de Lyon. Et vous voyez la diversité des personnes, en tout cas, qui étaient inscrites à cette journée. Je reviens très rapidement pour dire que ce matin, nous suivons donc le forum inaugural d'un cycle de formation que nous avons construit à destination des élus que vous êtes. Cette journée, elle est enregistrée, elle est ouverte à tout le monde. On diffusera sous forme de séquence les éléments de ce forum sur Internet pour que ces éléments-là restent dans le temps. Une deuxième étape sera un cycle de webinaires que nous avions là pour le coup imaginé dès le départ sous forme de distanciel suite à la crise sanitaire. Je reviendrai à la fin de la journée sur les thématiques. L'idée, c'est dans ce cycle de webinaires d'avoir vraiment une boîte à outils. Vous serez avec des professionnels en direct par petits groupes d'une quinzaine de personnes, à distance certes, mais avec un échange continu au cours des 2 heures de ces webinaires qui ne seront donc pas enregistrés. On sera vraiment dans un temps de personne à personne et aussi de conseils aux élus en direct sur vos problématiques en fonction des 5 thématiques que nous avons choisies. Et pour clore cette ouverture, la présentation de cette matinée qui va être donc dense, nous allons passer 4 heures ensemble. On a essayé de produire des séquences en sachant que ça va être il y aura une partie en distanciel, de produire des séquences assez courtes parce qu'on sait que c'est difficile pour vous qui êtes à distance de suivre. Ces séquences de 30 à 40, 45 minutes seront entrecoupées de la projection de films, de projets qui nous ont semblé exemplaires sur le territoire, qui permettra aussi de faire des pauses. Et vers 11h, nous ferons une pause un petit peu plus conséquente où on vous invitera à quitter l'écran quelques instants afin d'être pleinement avec nous. Et pour finir, je vous présente Marie-Lise Erard, qui n'est donc pas avec nous et qui est à distance. Vous avez pu voir ces petits croquis, qui a déjà croqué l'ouverture de la journée. L'idée, c'est que Marie-Lise prendra en note ce qui pourra se dire dans la journée et ces éléments graphiques seront aussi une trace qui restera et qui servira aussi à créer un ensemble compilé pour avoir une documentation sur cette formation. Voilà, je vais sans plus attendre donner la parole à nos 3 principaux intervenants que Madame Agara a présentés. Ils présenteront chacun 3 postures, vraiment 3 manières de voir le territoire. Et ce qu'on espère, et ce qu'on compte, c'est que ces 3 postures soient bien complémentaires. Jean-Yves, avec ton franc-parler et puis ton expérience d'élu, je pense que tu es là aussi un peu pour bousculer les élus. En tout cas, je ne doute pas que tu le feras, pour les questionner sur eux-mêmes, pourquoi ils sont élus, quel est le sens de leur action. Patrick Choteau, tu apporteras un regard plus technique de ton expérience, entre autres aux différentes strates de l'État, que ce soit dans les services interministériels ou les DDE, voire les communes, puisque comme l'a dit Magara, tu as travaillé à la ville de Paris comme architecte voyer. Et Sébastien, en tant que directeur du CAUE, tu porteras plus la parole des territoires pour faire descendre ou peut-être remonter depuis nos territoires si contrastés du centre de Lyon au territoire du Beaujolais, ce que pourront dire nos deux experts invités. Et Patrick, je te donne la parole. Merci à toi. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Le territoire dont vous avez la charge, votre territoire, est mis sous les auspices d'une assemblée citoyenne élue. Et vous êtes, on va dire, dépositaire d'une compétence depuis l'année 1983, dans le cadre de la loi de décentralisation, qui a permis effectivement de prendre cette compétence urbanisme, qui, à mon sens, est la compétence la plus motivante qui peut exister
compétence de discussion, la discussion autour de l'avenir, de l'aménagement du territoire est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant. Plus intéressant pour 2-3 raisons. La première, c'est qu'on avait, en 1967, inventé le plan d'occupation des sols. Il avait plutôt vocation à parler d'implantation, de spatialité. On était dans un urbanisme très fonctionnel. On était très consommateur de territoire. N'oublions jamais qu'entre 67 et aujourd'hui, la population mondiale a doublé, et que chez nous aussi, et que nous occupons donc forcément beaucoup plus de territoire. Et donc, effectivement, à partir de 83, on va se poser un certain nombre de questions et on va enrichir le plan d'occupation des sols qui, à partir des années 2000, va prendre en considération, on va dire, l'ensemble des préoccupations qu'il faut qu'on ait aujourd'hui pour organiser un document d'urbanisme. Alors, pour moi, le territoire, c'est une planche, je ne sais pas si on voit la carte là, c'est vraiment la planche de salut. Le territoire en tant que micro-territoire dont vous avez la charge est la planche de salut. Regardez bien cette carte, elle est super importante, on est vraiment aujourd'hui dans le monde d'après. Ce monde-là, moi je le connais bien parce que je l'enseigne à l'école d'urbanisme de Paris. C'est le monde de la révolution agricole. C'est-à-dire que ce moment où la première révolution agricole, dans le néolithique, les villes s'installent sur les meilleures terres de la planète, celles qui commencent à manquer. Les grandes métropoles prospèrent et s'épanouissent sur les meilleures terres de la planète. Et comme par hasard, forcément, comme c'est les meilleures terres, c'est là aussi où on se trouve les fameux hotspots. Alors la grande difficulté de notre histoire, aujourd'hui, le grand moment, puisque les principales zoonoses, elles apparaissent depuis les années 60-70, avec le XXe siècle, sont apparues, elles se multiplient, elles sont nombreuses, elles ont lieu. Et parce que nous nous sommes sédentarisés, parce que nous avons domestiqué un certain nombre d'animaux, le rat et la souris sont arrivés avec nous et les céréales, nous avons fait des élevages de porcs en Chine et nous avons aujourd'hui un certain nombre de maladies qui arrivent de là, nous déforestons, donc forcément les chauves-souris cherchent d'autres endroits, et puis au final, nous créons des voies de transport de toutes les marchandises qui se déplacent sur cette planète, et donc on a, j'ai presque envie de dire, on n'a que ce qu'on mérite, et le monde d'après sera peut-être un monde dans lequel chacun des territoires réfléchira à réduire fortement l'impact de ces pathogènes dans les territoires. Sachant quand même que l'enjeu aujourd'hui, ce dont on va parler le plus, c'est effectivement la question de comment on fait un territoire qui soit aimable pour tout le monde. Alors, ce qui importe de dire aussi, c'est que la surface agricole disponible pour chacun des estomacs des êtres vivants s'est réduite de manière très considérable depuis quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la surface agricole qui reste, elle est fortement hypothéquée par la nourriture des animaux de consommation, ce qui est quand même assez stupide, puisque finalement les terres de pâture ne sont plus utilisées par les animaux qui sont plutôt élevés dans des silos, dont on sait que c'est là que les pathogènes sont les plus importants. Donc en fait, on a un enjeu fort de consommation de terres agricoles, derrière lequel les modalités de l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture intensive qui démolit littéralement tous nos beaux paysages de bocage, a eu vocation à faire que l'érosion des sols est très importante et que les écoulements, les inondations en fond de vallée sont de plus importants. Alors, liés d'abord effectivement à l'agriculture et à la perte des haies, mais aussi au fait qu'on a une urbanisation galopante qui est liée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au desserrement des familles. Elles sont de plus en plus petites et elles occupent de plus en plus d'espace. On a un phénomène de gentrification des villes qui fait que le coût du foncier monte, les gens les moins aisés sont obligés d'aller plus loin, et donc on a un phénomène d'étalement urbain qui est très fort. Alors l'enjeu aujourd'hui, face à la nécessité d'éviter de consommer du sol agricole notamment, mais pas seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la consommation de sol agricole, ce n'est pas que l'habitat, c'est surtout la logistique. Plus on est nombreux dans les villes, plus on a besoin de logistique et de hangars de la grande distribution. Ça, c'est un vrai souci. Donc l'enjeu, ce sera maintenant d'essayer de compenser. C'est ce qu'on va voir ce matin, avec la réflexion autour de toutes les possibilités, les champs incroyables qui permettent, on va dire, de
faire des propositions alternatives à l'étalement urbain d'une part, et puis surtout peut-être, et là on voit à travers cette image de la ville de Niort, c'est de travailler à la renaturation des villes. Alors Niort a fait un travail extraordinaire hein, qui a consisté à mesurer ce qu'était la place de la Brèche avant et après. Et effectivement mesurer à la fois les températures, la qualité de l'air, l'évapotranspiration, la fréquentation. Et donc on a une nette amélioration en ayant supprimé le bitume tout simplement et en mettant de la pleine terre qui est donc forcément plus respirable. Alors, on a effectivement aujourd'hui de plus en plus un travail qui consiste à remettre les eaux pluviales en surface et à les séparer des eaux grises et donc à faire du paysage avec l'eau, et pas seulement, mais de l'eau, c'est un réseau hydrographique qui s'en va vers la nature et donc la possibilité de faire des cheminements pour courir, pour marcher, enfin, ainsi de suite. Voilà, donc d'autres exemples de places. Voilà. Dernier enjeu, c'est l'enjeu de la transition énergétique. On va sortir, j'espère très vite, d'un modèle pyramidal du pétrole vers un modèle des énergies mieux réparties, donc où la pyramide va s'inverser puisqu'elle partira des territoires pour fabriquer de l'énergie. On commence à voir des PLU qui s'organisent, qui organisent véritablement l'occupation du sol à partir de la ressource énergétique. Le vent, là où il y en a, le soleil, là où il y en a, des potentialités de chauffage à partir du sol ou de la biomasse. La Bavière, par exemple, est très en avance sur la question de la biomasse, et c'est pas pour autant qu'elle pratique la déforestation. Hein, d'accord ? Voilà. Alors aujourd'hui, bien évidemment, la France bénéficie de cette organisation décentralisée, ce qui est plutôt une chance. Vous, les élus, vous disposez de cette compétence. Le territoire est aujourd'hui majeur hein, pour le faire. Et donc, il me paraît essentiel que nous ayons à travailler aujourd'hui sur cette possible transformation qui est d'aujourd'hui d'ailleurs inscrite dans la Constitution. Ce qu'on dira, pour terminer cette première séquence pour ma part, c'est qu'on vit depuis 1967, date de la création dans le cadre de la loi d'orientation foncière du POS, une progression extraordinaire du travail de la planification confiée aux élus, enfin à l'Assemblée territoriale élue, qui jusqu'à ces dernières années a permis de, on va dire, capitaliser un certain nombre de textes de loi qui permettent de faire un plan local d'urbanisme très intelligent, on va dire. Et cette intelligence-là, on la doit effectivement à cette boîte à outils, mais on va voir ce matin que ce n'est pas seulement cette boîte à outils qui nous intéresse, puisque le projet, c'est un récit, qu'il faut qu'on cherche à retrouver ce récit, et donc on va plutôt parler de démarche, on va plutôt parler de manière de faire à partir de cet outil. Donc je vais laisser la parole à Jean-Yves, hein, en lui demandant sur quelle base aujourd'hui le projet peut-il rendre compte des besoins et des attentes des habitants, puisque l'enjeu de ce matin, c'est au-delà et indépendamment des textes de loi, c'est comment faire pour traiter la question de l'humain dans le projet urbain ou de territoire. Je reprendrai les propos du président quand vous avez dit la fonction d'élu a changé. Elle a complètement changé. Et Madame la Présidente, vous disiez bien savoir vivre. C'est la question aujourd'hui qui est posée. La ville n'est pas un débat technique, l'urbain n'est pas un débat technique, c'est d'abord un projet humain. Et la ville elle ne fait que traduire une société, ce que l'on veut en faire. Et aujourd'hui, on a un problème de sens qu'il faut retrouver, qui n'est pas évident. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui se passent. D'abord, on a un individualisme qui est forcené. En même temps, c'est bien que les individus soient libres. Il ne faut pas oublier quand même que jusqu'en 1914, quand une femme gagnait un salaire, c'était le mari qui le touchait. Il a fallu attendre les années 60 pour que dans les couples, on puisse chacun avoir un compte bancaire séparé. Donc, je pense qu'il faut aussi ne pas renier le fait que les individus soient libres, c'est quelque chose de fondamental. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'un individualisme universaliste à un individualisme narcissique. Et que, en fait, le souci de soi prime le souci des autres. Et que, finalement, il y a un phénomène de déliaison sociale. Les structures sociales ont du mal aujourd'hui à exister par rapport à cet individualisme. Et vous le sentez bien en tant qu'élu,
que finalement, les gens, c'est d'abord une réponse personnalisée à leurs problèmes qu'ils ont. Et le reste, on verra après. Donc, c'est une difficulté. Comment faire que l'autonomie acquise, qui est une excellente chose, la responsabilité qu'on demande à chacun et à chacune, qui est une excellente chose, et de développer les capacités de chacun, ce n'est pas qu'une dimension personnelle, individuelle, ça doit être aussi une dimension collective. Et en fait, c'est comment est-ce que l'on essaye de ne pas être uniquement un consommateur, mais aussi un citoyen. Alors, ça paraît des phrases, je dirais, faciles. Or, on est au cœur vraiment de mutation de notre société. J'aime bien reprendre un texte de Jean Viard qui dit aujourd'hui, on vit en moyenne 700 000 heures et on a 350 000 heures à soi. Pourquoi ? Parce qu'on vit très longtemps après la retraite. Il ne faut jamais oublier que nos grands-parents ne vivaient que 350 000 à 400 000 heures et que la retraite, souvent, ils ne la connaissaient pas. Aujourd'hui, on peut être en retraite et ses parents sont toujours vivants. On n'est jamais véritablement adulte. D'ailleurs, il y a un philosophe, Pierre-Henri Tavoilot, qui a écrit sur le brouillage des âges. Et souvent, quand j'interviens, je dis, mais on est jeune jusqu'à quand? Et on est vieux à partir de quand? Jamais personne n'est vieux. Et en fait, la vraie question, ce n'est pas de rester jeune. La vraie question, c'est de rester adulte, qui est une autre question. Donc, on voit bien qu'on est au cœur de ces mutations-là qui sont importantes. Et en même temps, donc, il faut qu'on réinvente de l'altérité, de l'urbanité et de la diversité. Et c'est là qu'on tombe sur des choses très précises sur l'urbanisme. Comment est-ce qu'on fait de l'espace public qui puisse être non seulement fonctionnel, qui puisse être agréable, mais qui soit éthique? Or, on sait, on a un certain nombre d'enquêtes qui démontrent que les femmes sont mal à l'aise dans l'espace public. Comment est-ce qu'on fait sur la Part-Dieu avec le dossier donc, de la gare? On est passé de 40 000 voyageurs jour à 230 000. Comment est-ce qu'on fait que les 500 000 personnes qui chaque jour, entre la gare et tout le fonctionnement, et sont sur ce quartier-là, puissent se passer, puissent d'une façon agréable? C'est une vraie question de fond. Donc, ce n'est pas que des questions intellectuelles, ça a des traductions précises. Je discutais tout à l'heure avec le maire de Mai, M. Gauthier. C'est très intéressant, le film que l'on va voir, où finalement, vous voyez votre commune se développer, il y a une école donc, qui est à créer, vous avez un terrain à acheter pour faire l'école, et vous discutez avec une personne âgée qui ne voulait pas vendre son terrain, et vous lui dites, mais attendez, l'école, c'est aussi pour votre petit-fils. Comment est-ce que je relie donc les générations ensemble et que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi pour les générations futures? Et cette fragilité, cette vulnérabilité, aujourd'hui, elle est d'autant plus forte que nous sommes dans un monde dont on sait très bien que si on continue comme ça, comme dit le paléanthropologue Pascal Pic, on va disparaître. Alors comment faire? Comment ne pas disparaître? Et surtout, ne prenons pas les collapsologues qui disent que de toutes les façons, en 2030, c'est fini. Il se trouve qu'en Bretagne, au nord de Rennes, habite Yves Cochet. Il a acheté 7 hectares avec sa fille. Il vit là en autonomie. Sauf que il attend la fin du monde, en 2030. Sauf que si ce qu'il dit est vrai, vous pensez bien que quand ça arrivera, les gens viendront lui piquer ses fruits, ses légumes, tout ça, et l'assassineront. Enfin, c'est des propos inadmissibles quand on a été responsable. Si on ne croit pas en l'être humain, mais où va-t-on? Alors, nous sommes des êtres sociaux, donc il faut créer ces réciprocités, il faut créer ces reliaisons sociales. C'est pour ça que l'histoire encore du maire de Mai est intéressante. Comment est-ce que finalement une personne qui est en fin de sa vie, qui est à la retraite, etc., elle se réintroduit par la construction de l'école. Alors, habiter la terre autrement, c'est plus que la transition énergétique. Je suis très énervé par des termes, les écoquartiers, transition énergétique, la ville durable, la Smart City, la ville, je cite souvent Saint-Augustin, c'est des pierres et des hommes, des pierres, ce qu'on construisait en pierre, et des hommes au sens générique. C'est d'abord ça, c'est ça qu'il faut réaliser. Alors après, on peut le prendre en technique, mais c'est ça l'essentiel. Et comment donc répondre à cette défiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui?
Et je pense qu'il y a en fait à créer la démocratie de la connaissance. Je pense que ce qui est fondamental, si vous voulez, c'est de pouvoir organiser le débat. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que chacun dit « je pense ça, donc c'est vrai ». Et l'expertise est refusée. Et le rôle de l'élu est aussi refusé, en disant à quoi il sert. Donc il faut redonner du débat, il faut organiser le débat, il faut échanger. C'est quoi être ensemble? On a tous besoin les uns des autres. Je me souviens une fois d'une discussion avec le maire de Saint-Germain-en-Laye. Vous voyez, une commune absolument magnifique. J'avais compris qu'il aurait préféré que le RER A s'arrête à la Défense, parce qu'après, pour lui, c'était de l'Afrique noire. Et il me dit, M. Chapuis, je dois faire un quartier, mais je ne voudrais pas qu'il soit dense. Ben, je dis, vous allez faire un grand ensemble, les quartiers les moins denses. Ah ben, je ne tout pas. Et je lui dis, pour l'amener à faire des logements sociaux, je lui dis, mais quand vous allez dîner le soir dans un restaurant, la personne qui vous sert, elle ne gagne pas 3 000 € par mois, comment elle rentre chez elle? Je n'avais pas pensé. Eh bien, il faut y penser. Et la meilleure façon pour l'élu, c'est de se déloger. C'est-à-dire, c'est d'être à l'écoute de ce que les citoyens disent, mais pas pour être d'accord nécessairement, mais pour comprendre pourquoi on dit telle ou telle chose. Et ensuite, d'organiser ce débat pour permettre à chacun de vivre décemment, qui est une idée finalement assez simple, et de donner un sens non seulement à la vie personnelle, mais à la vie collective, ce qui n'est jamais tout à fait facile, car la notion de bien-être, la notion de sobriété, eh ben c'est un débat continu qui ne s'arrêtera jamais. Merci beaucoup pour vos brillants exposés. Donc, pour prendre la suite par rapport à cette idée de connaître exactement aussi la nature de nos territoires, je ferai des introductions finalement ou des compléments à chaque fois, aussi dans la philosophie de notre façon de travailler au CAU Rhône Métropole. Et effectivement, pour nous, la question du socle de connaissances en fait, du territoire est vraiment au centre de nos préoccupations. Et par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers temps, on considère aujourd'hui effectivement que ça fait partie des premières valeurs économiques, sociales, environnementales. Le territoire est vraiment le point de départ aujourd'hui de l'action qui doit être menée dans sa transformation ou son aménagement. Donc l'espace pour nous rhodanien et métropolitain, il nous offre des paysages diversifiés qui sont d'une qualité et d'une richesse remarquable. Et ça fait effectivement toute notre valeur, tout notre bien commun. Il y a une réalité aussi dans ce territoire, c'est que c'est un territoire qui bénéficie depuis les années 60 d'un travail quand même conséquent de planification et d'observation, donc au sens large de la manière dont on regarde son territoire et dont on l'observe. Et donc ça nous permet effectivement aussi d'avoir une succession de structures institutionnelles, administratives qui s'inscrivent dans l'ensemble de cet espace. C'est un territoire aussi un territoire de contraintes, puisqu'il y a aussi des caractéristiques paysagères, agricoles, naturelles et urbaines, et que le constat qui peut être fait, c'est qu'il y a aussi une forme d'hétérogénéité parfois dans les dimensions de ce territoire, qu'il y a des dynamiques de développement aussi, qui ne sont pas forcément absolument homogènes et linéaires, et que du coup persistent aussi à l'intérieur de ce territoire parfois des inégalités et des difficultés en termes de relations humaines. Donc pour moi, pour le CAU Rhône Métropole, en tous les cas, le territoire, le paysage sont au centre d'une démarche qui se compose en 2 étapes essentielles. C'est un petit peu notre façon de travailler. Donc on le divise en 2 verbes, qui est d'abord comprendre, c'est ce qui nous permet effectivement de maîtriser notre espace, et puis après le verbe agir. Voilà. Donc on a construit dans chacun de nos documents ces 2 lignes, comprendre les lignes de force du paysage et ensuite agir pour la qualité du paysage et du cadre de vie. Vous avez tous évoqué cette question du vivre ensemble, la question du cadre de vie est aussi centrale dans notre façon de travailler. Dans quel espace sommes-nous aussi? Je voulais vous faire un rappel quand même de la situation métropolitaine ou de l'ère métropolitaine Lyon-Saint-Étienne dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes tous interdépendants d'un système. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir en tête l'échelle à laquelle les échanges peuvent se passer. On est issu d'un territoire qui a un déterminisme géographique qui est extrêmement qualitatif. On est un carrefour aussi géographique, un carrefour commercial qui nous a amené de nombreuses richesses depuis l'Antiquité. Et ce territoire-là regroupe 3,81 millions d'habitants, c'est 17 000 m², c'est 34 aires d'attraction. Donc l'aire d'attraction, c'est la nouvelle classification des aires urbaines qui vient d'être imaginée par l'INSEE.
on a des agglomérations importantes de plus de 50 000 habitants, 2 métropoles et 4 agglomérations de plus de 100 000 habitants. Donc on voit aussi apparaître cette question de l'aire d'attraction qui est à 2,2 millions d'habitants. Donc on est vraiment dans un système qui est extrêmement dynamique, qui a généré des politiques publiques depuis 30 ans qui ont été orientées vraiment sur la question de l'attractivité du territoire. Et cette attractivité du territoire qui a été souhaitée à travers ces politiques publiques il y a 30 ans, effectivement, jusqu'avant cette crise sanitaire, l'ensemble de ces politiques, en fait, étaient devenues vraiment efficientes. Donc on a eu aussi un phénomène extrêmement important qui a été l'accélération de l'engouement pour le cœur de ce territoire qui, du coup, a vu un certain nombre de phénomènes se produire, dont des hausses foncières, par exemple. Monsieur le Président, vous parliez de foncier tout à l'heure. Effectivement, il y a eu ces 5 dernières années, par exemple, des hausses de prix de coûts de foncier qui ont été colossales. Et tout ça ne permet pas, effectivement, après, peut-être, de développer une ville qui soit la plus équilibrée. Donc il y a des points de vigilance extrêmement importants sur ces sujets-là. Cette valeur de territoire, si on fait une illustration par rapport à ce que mène comme action le CAIE, ça se traduit, nous, dans des publications qui sont importantes pour nous, qui font partie d'une ligne éditoriale qui s'appelle Carnet de territoire. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette photo qui montre à la fois notre géographie et très au lointain ces rapports qu'on peut avoir avec un espace métropolitain beaucoup plus urbain. Et du coup, on a développé depuis 2 ans un certain nombre de documents. Le plus récent est le document sur les monts et coteaux du Lyonnais. Le précédent était sur le Beaujolais. Voilà.